Merci beaucoup Juliane, merci pour les propos introductifs. On va avec Diane poser un petit peu le contexte, revenir sur certains grands chiffres avant de voir quelques premières pistes de ce que peut être la transition écologique dans vos communes. Déjà, rapidement, on va vous présenter nos structures. Diane, je te propose de commencer par prendre la parole. Conseil d'architecture, l'environnement. Voilà, le CAU est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est une structure associative, c'est une association de droit privé qui est financée par des taxes et des subventions publiques et qui, grâce à ce financement, nous permet de faire un conseil gratuit aux collectivités et aux particuliers. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je vais être bref parce qu'on est déjà en retard. Et donc, moi, Sébastien Brunet, je travaille à l'ADUM. C'est également une association, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. Ce sont principalement des collectivités qui adhèrent à notre structure pour derrière bénéficier de notre apport sur tout ce qui est thématique énergie, transition et climat. On est majoritairement des conseillers en énergie partagée qui nous déplaçons dans vos communes pour vous aider sur tout ce qui est bilan énergétique et rénovation de bâtiments ou éventuellement construction de bâtiments neufs. On va sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet. Deux petites diapos pour reposer le contexte un petit peu. C'est des choses que tout le monde a entendues, tout le monde a déjà vu dans les médias, mais on va le rappeler très rapidement. On s'est dit sur quoi on parle. On est parti sur des constats un peu scientifiques du GIEC, qui sont un regroupement de scientifiques à l'échelle mondiale, qui alertent depuis maintenant des années. Il y a eu des premiers rapports en 2014, on a eu des nouveaux en 2018. Le constat, c'est quoi? C'est que finalement, chacune des dernières décennies a été plus chaude que la précédente, et puis elle a été également plus chaude que toutes celles qu'on n'a jamais enregistrées depuis qu'on est en capacité d'instrumenter la température à l'échelle du globe. Les prévisions, si on fait rien, si on continue sur notre modèle de vie actuel, c'est que d'ici à 2100, on sera sur une augmentation de la température à l'échelle globale de entre 3 et 5, voire peut-être certains scénarios un peu plus pessimistes, faire du 6-7 degrés. Aujourd'hui déjà, c'est le globe en haut à droite. Entre 2006 et 2015, la température du globe par rapport à l'ère pré-industrielle, donc avant 1960-1950, on a déjà augmenté, ça dépend où on est, mais entre 0 et 2 degrés. Et la moyenne de l'évolution de la température à l'échelle globale, elle est déjà de 1 degré, là où on va se fixer des objectifs qu'on verra tout à l'heure. Un autre indicateur qu'on entend souvent parler, c'est le jour du dépassement, pardon. Ça assèche la bouche de parler derrière le masque. Le jour du dépassement, finalement, c'est la date à partir de laquelle on vit à crédit par rapport à ce que la planète est capable de générer ou de stocker en termes de CO2. Dans les années 70, le modèle de société faisait que la population mondiale consommait ce que la planète était capable d'offrir et puis de stocker. Aujourd'hui, on voit que depuis 2010, depuis 2010, c'est au mois d'août, on a déjà atteint ce stock, et donc après on vit à crédit finalement et on fait que émettre davantage et puis réchauffer notre climat. Le petit clin d'œil, j'ai mis 2020, c'est quasiment la première fois où finalement il y a eu un recul de cette date-là dû au contexte sanitaire. Et finalement, plutôt que d'être en juillet, ça a reculé sur du 22 août. Et puis le graphique est un petit peu petit, mais à droite, c'est que d'un pays à l'autre, finalement, on a des impacts plus ou moins forts sur la planète. Si on est américain ou qatari, on a un modèle de vie qui fait qu'on impacte encore plus sur la planète. Notre modèle français, nous, on entend souvent parler du facteur 4, c'est-à-dire c'est l'effort qu'on doit faire pour arriver à une moyenne mondiale.
le modèle de vie d'un Français fait qu'on consommerait 4 planètes, en tout cas 4 fois les ressources qu'elle est capable de nous offrir et de stocker. Du coup, qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui se passe déjà si on ne change rien? Il y a même pas une dizaine d'années, quand on parlait des règlements climatiques, c'était pas trop palpable. On se disait ça va être pour les générations futures. Finalement, on se rend compte quand même que on commence à vivre et les premières modifications sont déjà perceptibles. Il y a des épisodes caniculaires qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus chauds. On voit qu'il y a des pénuries d'eau qui sont maintenant tous les ans et plus tous les 10 ans. On commence à percevoir un effondrement de la biodiversité. La fonte des glaces est également perceptible. Du coup, ce qui se passera sur nos côtes demain devrait être bientôt visible. Quoi d'autre? Il y a des choses qui ne sont pas encore trop visibles, mais les rendements agricoles vont chuter avec les températures qui vont se modifier, donc on aura des difficultés alimentaires. Il y a déjà aujourd'hui des zones du globe où c'est le cas. Et puis là, on a illustré avec le 7e continent de déchets, mais cette masse de déchets qui se retrouve à flotter dans les océans et qui du coup a un impact sur la biodiversité et qui enchaîne va avoir un impact aussi sur l'être humain. Je vais te laisser bien rentrer dans peut-être le détail de la biodiversité. Voilà, on voulait insister sur la biodiversité parce que quand on est dans les chiffres, on ne se rend pas toujours compte de l'impact sur le vivant. Le World Wildlife Foundation vient de faire paraître son rapport annuel sur l'effondrement de la biodiversité, en relevant que 48% des vertébrés ont disparu en Europe, si je me souviens bien. Je n'ai plus les sources, mais j'ai déjà lu que 80% des insectes semblent avoir disparu en Europe, que 41% des moineaux aussi, la population de moineaux a diminué aussi. Et en fait, tous les écosystèmes mondiaux sont franchement perturbés avec des impacts énormes pour les hommes aussi, parce qu'on est avec une partie de ces écosystèmes. Alors là ces deux cartes sont déjà relativement anciennes, mais elles montrent l'évolution programmée, en tout cas envisagée plutôt, des milieux naturels en France, avec le recul des principales essences d'arbres vers le nord. Et on se rend compte du coup que chez nous, par exemple, on serait presque partout dans un climat et un milieu de type méditerranéen, avec une prédominance des chênes verts. Il n'y aurait pratiquement plus de hêtres, les chênes foncent vers le nord, etc. Ça, c'est histoire de rassurer pour l'avenir. On le voit déjà à l'œil nu dans les photos. Si vous vous promenez dans le Puy-de-Dôme sur des points hauts, vous voyez les dégâts sur l'aspect des forêts par le dépérissement des arbres. Voilà, encore une. On se rend compte que, en tout cas en termes de déforestation, 80% de la déforestation vient des pratiques agricoles, avec des impacts énormes sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la disparition de la biodiversité. Et on nous en parle depuis longtemps, mais j'ai trouvé récemment dans La Montagne un petit article qui disait qu'en Chine, les agriculteurs sont obligés de polliniser eux-mêmes, fertiliser eux-mêmes leurs fruitiers. Donc ça devient franchement palpable. Alors c'est pas tout. Ceci, c'est une carte extraite du schéma départemental de l'habitat, qui est une analyse de la distribution, en fait, de la répartition dans le département de la précarité énergétique. On repère là la proportion des foyers dans lesquels plus de 8% du revenu d'un ménage est occupé à payer les factures d'électricité et d'énergie. Et si je me souviens bien, cette carte ne tient même pas compte des frais de déplacement, des carburants. Aux Assises de l'énergie à Lyon, il y a quelques années, à Grenoble, pardon, il y a quelques années, j'avais vu une présentation
l'agence d'urbanisme de Lyon, qui montrait comment, lorsque le gasoil augmente de 50 centimes, la précarité énergétique se rapprochait, en fait, la prégnance de la précarité énergétique devenait de plus en plus perceptible à proximité de la ville. L'urbanisme doit gérer ça, on doit réfléchir, voilà, ça fait partie des responsabilités des élus de réfléchir à ça. Avec ces quelques diapos de constat, l'idée après c'est de se dire, faut faire quoi, faut aller vers quoi. Toujours sur les préconisations du GIEC, l'idée ce serait de limiter la hausse de la température à 1,5 degré à l'horizon 2100. C'est une chose sur laquelle quasiment tous les pays du monde se sont entendus à l'occasion de la COP 21 qui avait eu lieu il y a quelques années en France. Alors limiter la hausse de la température à 1,5 degré, finalement, ça va nécessiter une vraie transition qui va faire le sujet de notre journée d'aujourd'hui, et une transition qui va se devoir rapide et de grande envergure. On voyait tout à l'heure que la température avait déjà quasiment augmenté de 1 degré. Ça veut dire qu'on a droit plus que à 0,5 degré. En termes de chiffres, moi, il y en a un que je trouve marquant si on veut respecter cet engagement-là, par exemple, il faudrait être en capacité de laisser 60% des ressources fossiles connues dans le sol. J'ai pas vraiment l'impression que c'est ce vers quoi on va, puisque on en cherche encore. Et puis, même, on s'aperçoit que certains territoires avec la fonte des glaces, il y a un peu de prédation pour se dire, tiens, il y a peut-être encore des poches d'hydrocarbures à aller récupérer sur ces territoires-là. Donc, il y a vraiment un gros effort, et puis à se dire que il va falloir qu'on s'y mette, et qu'on s'y mette assez rapidement. Derrière tout ça, chaque pays traduit ses engagements à travers des lois. Avec les 2 diapos suivantes, là, je vais essayer de vous présenter un petit peu comment on se stratifie notre politique nationale jusqu'au local. Ça part donc du coup de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la LTECV. Je ne vais pas détailler tous les chiffres, vous aurez le support derrière pour vous en imprégner si vous le souhaitez. En tout cas, on s'est fixé des objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes de réduction des consommations d'énergie, en termes de part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, de part du nucléaire justement dans le mix électrique pour favoriser le renouvelable. Il y a des objectifs aussi sur tout ce qui est lutte contre la précarité énergétique ou réduction des déchets. C'est le grand cadre dans lequel derrière découlent les politiques locales. Ce petit graphique, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance. Alors, il y a beaucoup de sigles. Ça marche beaucoup en sigles dans le domaine de l'énergie, même de transition écologique. Finalement, on a essayé de mettre un peu chaque strate en termes de les collectivités qui sont compétentes sur cette notion de transition écologique. Donc, ça part de l'État avec la loi de transition écologique. Et puis en dessous, la région, via son SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, se définit également des objectifs qui seront en corrélation avec la loi. Dans ce SRADET, elle a un schéma de cohérence écologique, un schéma de régional climat et énergie, le SRCAE. Sur la strate d'en dessous, c'est le PCI qui se rend compatible avec le SRADET via son PCAET. Tous les EPCI de plus de 20 000 habitants ont l'obligation d'élaborer un PCAET. On a eu l'occasion sur le territoire du parc d'en accompagner certains. TDM a son PCAET, Bion-Communauté également. ALF est en train de faire ou finaliser. Enfin voilà, il y a des PCAET qui sont sur le territoire. Et puis, de ces PCAET, il y a d'autres documents d'urbanisme, des plans locaux de déplacement, de l'habitat, le PLUI, qui sont en cohérence pour arriver à respecter les objectifs qu'on se fixe. Et puis, au dernier échelon, la politique communale qui finalement va aussi, à travers ses choix de PLU, de patrimoine, faire
apporter sa pierre à l'édifice pour engager cette transition écologique. Deux diapos ça revient un petit peu sur un état des lieux, mais ça se base sur des chiffres du territoire. J'ai illustré, on est à Courpierre, donc j'ai illustré avec les chiffres de TDM. Le graphique en bas à gauche, c'est en gros qui consomme par grand secteur. Donc on voit que l'industrie consomme 40% des ressources d'énergie du territoire, puis le transport à hauteur d'un petit 30%, et derrière le résidentiel, et viennent ensuite le tertiaire et l'agriculture. En dépenses, on est sur 135 millions d'euros, en fait, que le territoire a besoin de 135 millions d'euros pour assumer ses besoins sur tous ces secteurs-là. Et puis le graphique en haut à droite, c'est avec quelle source d'énergie elle assure ses besoins. Et en fait, on se rend compte qu'en grande majorité, à 40%, c'est du produit pétrolier, 27% du gaz naturel, un petit 3% de charbon certainement dans l'industrie, et donc des énergies finalement très carbonées et pas du tout du territoire, 21% d'électricité et seulement 8% d'énergie renouvelable pour ses besoins en énergie. Et juste un petit graphique un peu barbare, mais que je le présente très rapidement et pareil, vous pencherez dessus. Et il paraît complexe, mais en fait, il est assez simple à lire. À droite, vous retrouvez les secteurs qui consomment, donc l'industrie, le transport, le tertiaire. Et puis à gauche, les différentes sources d'énergie. Ce qui est en dehors du cadre noir, c'est ce qui finalement ne vient pas de votre territoire. Donc tous les produits pétroliers, le gaz naturel, l'électricité, même une partie du bois. Et puis en dessous, vous avez les énergies que vous arrivez à produire sur votre territoire. Et les flèches, finalement, c'est qu'est-ce qui va vers où, quoi. Le transport va consommer que du produit pétrolier, l'industrie va consommer pas mal de gaz, un peu de produits pétroliers et du charbon. Enfin voilà. Ça permet de voir les flux d'énergie, qu'est-ce qu'on consomme, avec quoi, qu'est-ce qui vient du territoire, qu'est-ce qu'en sort. Il y a une petite partie du bois que vous arrivez à exporter, mais on se rend compte finalement avec cette vision que l'euro qu'on met dans notre énergie, elle ne fait pas du tout vivre notre territoire, elle sort du territoire et alors qu'il y a d'autres modèles qui pourraient faire que l'euro qu'on va mettre pour assurer nos besoins en énergie va beaucoup plus faire vivre notre territoire. Voilà pour la partie constat. On a essayé d'être assez rapide. Il n'y a que 2 micros, mais on prendra peut-être les questions à la fin s'il y en a. Et puis finalement, j'espère que le constat est assez partagé par tous. Donc l'idée, c'est de rentrer un petit peu plus dans et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc la transition, on a essayé de poser une définition de ce qu'est la transition écologique. Finalement, la transition, c'est une notion de mouvement, c'est une notion il faut aller vers autre chose. C'est quelque chose qui doit nous emmener vers un nouveau modèle de société où demain, on sera moins dépendant des crises économiques, des crises écologiques, des crises sanitaires. C'est Rob Hopkins, en fait, un Anglais qui avait commencé à poser la définition de la transition écologique dès les années 2005. Il voyait ça comme une transformation profonde, progressive mais profonde de nos économies, de nos sociétés, qui doit impliquer tout le monde. Donc là, on est entre, on va dire, pouvoir public, mais ça doit également impliquer les citoyens, les associations, les entreprises. Il faut que ce soit une vraie dynamique de fond visant à réduire notre empreinte, l'empreinte de l'activité humaine sur l'environnement pour arriver à un modèle qui sera plus soutenable, plus durable, plus éthique. C'est quelque chose qui finalement va toucher tous les pans de notre société. La transition, elle sera énergétique, il faudra plus de sobriété, plus d'énergie renouvelable. Elle sera également économique, où il va falloir aller vers des choses réparables, recyclables, des économies qui seront circulaires, qui feront plus vivre le territoire, peut-être une nouvelle façon de penser la relation au travail. Et puis elle sera également agroalimentaire, où il y a
il va falloir arriver à basculer d'un modèle agricole classique, conventionnel, vers un modèle agricole plus biologique qui devrait être la norme dans je pense, moins de 30, 40 ans, quoi. Oups. Alors la transition, c'est urgent, c'est maintenant. Il faut vraiment commencer tout de suite, même par des petites actions. Il faut envisager l'avenir et vers où est-ce qu'on veut aller. Ça doit avoir une dimension de projet pour emmener tout le monde dans la même direction. Donc il faut qu'on pense à l'attractivité des territoires. Il faut emmener tout le monde et essayer de rassembler toute la population. Et puis se donner un projet qui soit réaliste et soutenable à long terme. Quelques exemples d'appui à la démarche. Aujourd'hui, une collectivité qui veut se lancer dans de la transition écologique, elle est pas toute seule. Il y a des cadres qui existent. La transition, ça passe par du retour d'expérience, de ce qui se fait sur d'autres territoires, des choses qui ont marché, des choses qui ont moins marché. Je pense que le témoignage de Monsieur Poujat va beaucoup apporter en ce sens pour peut-être aller plus vite vers d'autres choses, en mettre d'autres de côté. Et puis à chaque territoire, il y a des spécificités. En tout cas, en termes de cadre, l'État avait initié des contrats de transition écologique avec ses partenaires que sont l'ADEME et la Caisse des dépôts, qui aidaient les collectivités, notamment qui étaient en souffrance industrielle, à s'orienter vers autre chose. Et donc, ça a apporté une ingénierie, une réflexion sur comment un territoire peut s'engager en transition écologique. Il y a également un mouvement qui est, lui, international, des villes en transition. Encore une fois, c'était quelque chose qui avait été initié de la part de Rob Hopkins. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 initiatives sur la planète de territoires, villes, villages, pays, enfin pays au sens pays, pas nation, qui s'engagent dans la transition, territoire, oui. Et en France, il y a près de 150 communes qui sont dans cette démarche-là. Donc, il y a moyen d'aller prendre du retour d'expérience et s'inscrire dans cette démarche. Et puis, en termes d'appui, on ne pouvait pas ne pas le citer, même si c'est encore assez flou dans comment ça va se mettre en application. Mais le plan de relance dont on entend beaucoup parler, 30% de la somme des milliards qui vont être mis sur la table devrait être orienté vers de la transition écologique avec l'objectif de décarboner notre mode de vie avec des réductions de 40% d'ici à 2030, de soutenir des secteurs d'avenir, de relocaliser certains secteurs, de miser sur des choses recyclables et des énergies plus durables. On verra comment ça va se traduire dans les faits. Ce plan de relance, il a aussi pris en compte pas mal des 5 minutes. Ah non, 15 minutes, pardon, excuse-moi. Ce plan de relance, il a pris en compte tout ce qui est toutes les recommandations de la Convention citoyenne. Merci Diane. 15 minutes, on est bien. Et puis, on a modélisé cet arbre de la transition, finalement, parce qu'on peut se dire par où on engage la transition écologique sur notre commune, sur notre territoire. Finalement, la transition, ça va aller toucher un peu toutes les thématiques de vos projets, dès lors que vous allez être sur de la rénovation de bâtiments, sur de l'urbanisme, sur des déchets, de la mobilité, du cadre de vie, de l'économie. Donc voilà, on s'est dit que c'était quelque chose qui impliquait tous les secteurs de vos projets. Alors, cette image a été faite lors d'une politique d'animation de la ville de Billon. Et moi, je l'aime bien parce qu'on a l'impression que la ville a été pliée pour faire de la place aux hommes. Et ça me paraît une vraie stratégie durable. Et puis, le changement, c'est aussi parfois renverser complètement nos façons de voir et oser imaginer des choses qui paraissent impensables aujourd'hui. C'est juste un peu de provocation pour commencer. Après, on va décliner plusieurs thématiques sectorielles sur lesquelles on peut agir.
l'enjeu, c'est évidemment de les coordonner entre elles. Les transports, tout à l'heure, on montrait la carte de la précarité énergétique. Le petit schéma de gauche illustre la différence entre le coût d'achat du foncier ou d'un bâtiment et le coût des transports en fonction de l'éloignement par rapport au lieu de vie, de travail, d'emploi ou de service. On sait bien que les foyers, souvent les moins riches, vont acheter le plus loin possible leur terrain parce qu'il est moins cher. Et derrière, le coût des transports fait que finalement, le couple remboursement de la maison ou du logement et paiement coût des déplacements est plus élevé finalement que pour des logements en ville. Alors, les collectivités peuvent agir et par exemple, Clermont Communauté, Biocommunauté, pardon, dans son PLUI, qui vient d'être approuvé il y a presque un an, a rédigé une OAP mobilité. Donc, une OAP, c'est une orientation d'aménagement et de programmation dans laquelle des petites actions, mais aussi des réflexions plus organisées, par exemple sur la ville-centre à Lyon, ou bien sur la ville de Vertaison qui dispose d'une gare, ont été menées avec des réflexions sur des parkings relais. Dans les petites communes, on a plutôt réfléchi, vous avez plutôt réfléchi à des points des parkings de covoiturage ou des choses comme ça. Ce sont des choses simples à faire et qui permettent d'avancer. Comment agir par rapport, en termes d'urbanisme, d'habitat? Bien souvent, on peut s'inspirer des traditions et des méthodes héritées depuis les siècles. Autrefois, les gens qui créaient un village, qui s'installaient, qui construisaient leur maison, ils ne le faisaient pas en haut des sommets pour aller voir le paysage à 360 degrés. Ils analysaient les vents dominants, ils s'implantaient plutôt sur des versants sud en s'abritant devant un boisement ou un relief. Et tout ça se traduit dans cette carte. Cette carte, c'est une grande partie du département du Puy-de-Dôme. Et on peut lire les différences, en fait, en fonction des secteurs géographiques. On a une géographie très contrastée dans le Puy-de-Dôme. Et ça se lit très bien entre... nous, on est plutôt en bas à droite, là, actuellement, dans le livre à doigt. On a une dispersion du bâti c'est une activité historiquement d'élevage. Hein. Les agriculteurs avaient besoin d'être proches de leur troupeau, donc ils ont dispersé l'habitat en s'abritant derrière des micro-reliefs. Par contre, dans la plaine de Limagne, on a cherché à épargner les terres très riches et l'habitat est plus groupé. Dans l'Artense, on est plutôt souvent dans des vallées. Tout ça montre qu'il y avait vraiment des logiques très cohérentes à travers les siècles qui ont été respectées. Et ça se traduit donc dans les paysages. Ici, par exemple, dans le livre à doigt, quand on regarde, le vent du nord est dominant sur une grande partie de la Limagne et du bas livre à doigt. Quand on regarde vers le sud, on ne voit pratiquement pas les villages en général. Et quand on regarde vers le nord, donc la photo du bas, tout d'un coup, le village apparaît. De nos jours, les extensions urbaines, elles se sont faites plutôt sur les lignes de crête et vers la gauche, par exemple, sur la photo du bas. Depuis, il y a plusieurs maisons qui ont été bâties, elles sont exposées au vent dans tous les sens et elles seront forcément exposées à beaucoup plus de déperdition énergétique. Ou alors ici, moi je vais passer rapidement, en tout cas, savoir où on est, connaître les vents dominants d'un secteur. Par exemple, ici, dans l'ancien PLU de Grenoble, avait repéré les différents secteurs de la commune, de la ville, en fonction des vents auxquels ils étaient exposés. Et ils ont fait des préconisations en fonction de ces vents. Par exemple, pour utiliser les vents de pente pour rafraîchir les logements pendant l'été. Alors, les collectivités peuvent agir de façon vraiment forte sur le confort thermique en ville ou dans les villages, hein, c'est vrai partout, par le biais de l'aménagement des espaces publics. Nous connaissons tous les villages méditerranéens et leurs grandes places couvertes de platanes qui mettent à l'ombre les terrasses de café, les façades des bâtiments et qui apportent vraiment de la fraîcheur. Un arbre rafraîchit l'air et en plus, il protège du soleil. Et par contre, on a parfois des aménagements qui ont été faits au plus fonctionnels avec des énormes parkings, au moins chers, sans arbres, sans petites pelouses à tondre et autres. Les habitants de cet immeuble collectif ici
On a une façade plein sud, les habitants qui habitent là, j'en connais, ils trouvent le secteur invivable en été. Ils sont au-dessus d'un énorme radiateur de bitume noir qui stocke la chaleur. On peut utiliser des stratégies, par exemple dans les ensembles bâtis anciens, les rues sinuent légèrement et ça améliore la ventilation des rues, donc la ventilation des quartiers urbains. La compacité du bâti fait qu'on a moins de façades exposées aux déperditions énergétiques ou aux déperditions de fraîcheur en été. Le fait d'avoir des matériaux clairs fait que la lumière et la chaleur sont renvoyées vers le ciel et qu'on accumule moins de chaleur. Et à gauche, vous avez des schémas qui sont faits par le bureau d'études Tribu qui montrent comment réfléchir et essayer d'organiser les extensions qu'on peut penser aujourd'hui en fonction de ces conditions microclimatiques. Sur l'aménagement des espaces publics, la photo en haut à gauche est une thermophotographie faite par l'ADUM pendant la canicule d'août 2018 à Clermont-Ferrand. C'est une photo qui est faite de nuit et on perçoit encore l'ombre des arbres. Les surfaces qui étaient à l'ombre de l'arbre ont moins stocké de chaleur et la nuit, elles émettent jusqu'à moins de 10 degrés. Elles sont plus fraîches d'environ 10 degrés par rapport aux surfaces de bitume qui étaient en plein soleil ou aux façades qui étaient orientées à l'ouest et qui ont stocké la chaleur pendant la fin de la journée. Ça peut tout à fait se réfléchir sur des grands espaces publics qu'on a enrobés avec donc des matériaux bitumés et qui stockent la chaleur toute la journée, et même en montagne, c'est inconfortable. Certes, on n'a plus à tondre d'herbe, mais on ne bénéficie pas non plus d'un paysage urbain de qualité. À droite, vous avez un ensemble de logements qui ont été réalisés dans la ville à Nantes. De nos jours, on revient sur le fait de dire qu'il faut absolument que les places de stationnement ou les voies soient en bitumé, et on peut vraiment repenser la qualité urbaine. En bas aussi, on a une place majeure, c'est dans une ville du Nord, qui est complètement bousillée par l'occupation du stationnement automobile. Et parfois, il faut savoir repousser les voitures, réduire l'emprise qu'on leur laisse dans nos milieux de vie pour réintroduire les piétons. Et bien sûr, des jardins, ça peut aussi être des jardins de production. Ce sont des choses qui sont très appréciées par les habitants. Et voilà un exemple d'une réalisation récente à La Sauvetat, d'un parking enherbé dans lequel ont été plantés des arbustes à fruits rouges et des fruitiers qui vont pousser depuis. Voilà. Alors, sur la préservation des ressources, de nos jours, la réglementation se met en place pour empêcher de consommer les sols, de faire des extensions urbaines trop importantes. On envisage même de les arrêter. La commission urbaine l'a affirmé à l'horizon 2. On n'aurait plus le droit de faire d'extension urbaine, sauf à renaturer des secteurs de ville en friche ou autres pour compenser les mêmes surfaces, pour restituer à la végétation et aux usages qu'on peut en faire, les mêmes surfaces que celles qui seraient artificialisées. Ce schéma-là vous montre la capacité de stockage dans les sols, de stockage de carbone dans les sols. Chaque fois qu'on artificialise un sol, on l'empêche de stocker, et voire en l'artificialisant, en terrassant des sols, on émet des quantités de dioxyde de carbone qui sont vraiment très importantes. Et en complexifiant l'occupation végétale des sols, on améliore la vie dans le sol et l'efficacité des productions. La permaculture s'inspire beaucoup de ces principes-là. Voilà. Alors, un exemple ici, c'est entre Pérignat et Salier et Cournon-d'Auvergne. La communauté de communes de Billon Communauté et la ville de Cournon ont créé une régie de territoire qui emploie des personnes en insertion sociale sur des terres qui sont sur les terrasses alluviales pour faire de la production du maraîchage qui alimente les cantines locales
et dont les produits peuvent être aussi distribués en circuit court. Avec l'aide de la mission Auvergne, la régie s'occupe depuis quelques années d'une pépinière dont les plants sont issus de graines locales et qui donc bénéficient du label végétal local. Les plants produits, une fois qu'ils sont suffisamment grands pour être commercialisés, sont destinés principalement aux agriculteurs pour qu'ils reconstituent des haies bocagères qui ont un rôle sur la tenue des sols, l'infiltration des eaux de pluie, l'évitement de l'érosion éolienne et autres. Et puis, c'est aussi vendu aux collectivités pour les aménagements d'espaces publics avec une capacité des plants à réagir, à s'implanter, à pousser, qui est remarquable. Une autre thématique sur laquelle vous allez être en prise directe va concerner la rénovation énergétique de vos bâtiments communaux, intercommunaux. Ce qu'on peut dire rapidement sur cette thématique-là, c'est que finalement, on sait faire la connaissance, la modélisation d'un bâtiment pour savoir comment il est déperditif, en fonction de sa typologie, est-ce que c'est sa toiture, ses fenêtres, ses murs, quelles sont ses faiblesses, et puis derrière, trouver les solutions en termes d'isolation. J'ai illustré là avec deux réalisations en bas à droite, que ce soit la salle des fêtes de la Renaudie ou la rénovation énergétique du groupe scolaire de Saint-Rémy-sur-Durolle. Généralement, c'est pas que l'apport énergétique qui va vous faire choisir de rénover un bâtiment, mais il va y avoir, ça va être multifactoriel. Vous allez avoir des problèmes de conformité électrique, d'accessibilité, et puis via tous ces angles, eh ben, quitte à rénover, autant bien le faire. Quand on le fait pour les 50 prochaines années. Quand on change une chaudière, on le fait pour la durée de vie de sa chaudière, donc on va dire 25-30 ans. Donc quand on met une chaudière gaz, on sait que pour les 30 prochaines années, notre bâtiment il va consommer du gaz. Donc quand on a un projet, autant bien s'investir dans le projet et le traiter dans sa globalité. Et si on n'a pas les moyens de le traiter dans sa globalité, connaître les fonctionnements du bâtiment et agir sur les postes qui seront les plus efficaces en termes d'économie d'énergie. C'est souvent la toiture. Préserver les ressources, c'est aussi faire attention à ne pas consommer tous les matériaux. On l'a vu, on a des réserves dans le sous-sol, mais ce serait bien préférable de ne pas toutes les épuiser. Alors, vous avez plusieurs exemples ici. Je vais aller plus vite parce que je ne vais pas tous vous les expliquer parce que je vais un peu tard. Mais on a soit le recours à des matériaux biosourcés, comme en bas à droite, où on a mis une isolation paille sur un bâtiment Algeco. L'Algeco, ça a souvent très peu de qualité thermique et de confort. Par le biais de cette isolation qui est posée au sol, on a pu l'isoler de manière vraiment efficace. On peut réinvestir des vieux bâtiments agricoles qui ont souvent une identité locale, comme par exemple le bâtiment qui est au milieu en haut, c'est un bâtiment stréicole, d'ostréiculture, pardon, et qui a été transformé en logement, ou des usines, ou réemployer des matériaux de démolition, par exemple ici des portes en façade, en parement de façade. Et c'est qu'une fois que, si on doit parler énergie renouvelable, une fois qu'on a travaillé sur notre sobriété, à réduire nos consommations, une fois qu'on a travaillé sur l'efficacité en utilisant des équipements performants, là on peut penser renouvelable. C'est le scénario de mégawatt qui l'illustre très bien, sobriété, efficacité, renouvelable. En haut à gauche, c'est toujours issu des chiffres de l'observatoire qu'on avait pu mener dans le cadre du PCAET. Je me rends compte que c'est un petit peu petit, mais c'est le potentiel d'énergie renouvelable que vous avez sur votre territoire. Le vert, c'est le bois. Donc, un territoire comme le Livradois, il doit s'appuyer sur ses forces et son potentiel d'énergie renouvelable, il va être majoritairement dans le bois en vert et dans le solaire photovoltaïque en bleu. Derrière, vous aurez un petit peu de biogaz avec la méthanisation ou des choses comme ça. On nous demande de conclure, donc je vais passer sur plusieurs diapos, pardon. Je voudrais quand même rappeler l'importance de l'eau en ville. L'eau, elle est souvent vécue comme une ennemie dans les ruisseaux. Ici, par exemple, vous avez le Béda à Sébaza ou à Gerza. À Sébaza, on voit qu'il apporte une qualité d'aménagement avec de la végétation, du rafraîchissement passif des espaces publics.
Et dans l'autre collectivité, le ruisseau a été busé et on a installé du stationnement pratiquement sur toutes les anciennes emprises. Au lieu de faire du rafraîchissement du paysage, de la qualité urbaine, on a peur de l'inondation. Or, on l'oublie et la menace est toujours aussi présente qu'avant. Et derrière, on abîme vraiment les espaces urbains. Et puis en haut, on peut refaire du méandrage. Beaucoup des acteurs savent le faire. Et voilà donc comment on passe d'un immense parking en bord de fleuve à Lyon à un espace de convivialité. Là, on a arbitré en faveur des habitants. L'économie aussi est vraiment très impactée. Bon, je passe, on vous donnera le PowerPoint et donc vous pourrez lire tout ça plus calmement. Le fait de partir ensemble, d'agir ensemble, permet de faire rayonner les actions publiques volontaires. Les actions publiques ont souvent un rôle pédagogique vraiment important. Donc, aussi bien auprès des enfants, des associations que des passants, c'est toujours intéressant de faire des gestes vers tout le monde. Le PLU, je vous laisserai le dire. C'est un outil de synthèse qui est vraiment très efficace et qui est une bonne manière de mettre en place les choses. Et dans le fond, voilà, les principes méthodologiques qu'on voudrait rappeler, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la complexité. Si on aborde un projet, enfin, ou une problématique à gérer sur un territoire d'une manière univoque, par exemple, dans les années 60, on a voulu gérer le stationnement et la circulation des véhicules. On voit les dégâts que ça a fait sur la qualité urbaine, sur la qualité de l'air, sur la potentialité d'usage des habitants. La voiture est à prendre en compte, mais il faut régler, il faut paramétrer ce qu'on va lui céder comme place publique, et il ne faut pas oublier de garder des espaces pour les habitants, les enfants, les personnes âgées, tout le monde, quoi, et de rendre les villes attractives. C'est comme ça qu'on évitera aussi le désir de partir à la campagne, les extensions urbaines qui font des catastrophes en termes d'environnement. Il faut prévoir l'avenir, le réchauffement climatique, de quelle manière ça va impacter la végétation, l'agriculture, l'économie. Et pour lancer des dynamiques, il faut faire du projet. On a besoin d'imaginer ce qu'on va faire. Il faut que ça soit attrayant et que ça puisse mobiliser. Il faut agir tout de suite. Donc. Après, voilà, il y a beaucoup de pistes. Ouais, je pense qu'on va passer. Non, mais oui, parce qu'on ne pouvait pas toutes les lister, mais on avait essayé de lister un petit peu toutes les pistes sur lesquelles une collectivité pouvait agir en termes de transition. Voilà. Merci.